Babacar Fall. À la une, l'enquête sur l'affaire de la profanation de tombes au cimetière de Pikine, 2 semaines après. Toujours pas de commanditaire arrêté. La police aurait encore besoin de 15 jours. Explication dès le début de ce grand journal. Dossier Transrail, l'homme d'affaires Abbas Jaber a perdu l'exploitation de la ligne Dakar-Bamako. Décision du gouvernement, même si Jaber, il reste actionnaire majoritaire. Délocalisation de la foire de Dakar à Diamniadio. Au lendemain de cette annonce du Premier ministre, les commerçants décident déjà d'une hausse sur les prix des produits. La raison, Diamniadio c'est loin et il y a l'autoroute à péage. Vous les entendrez. La prochaine élection présidentielle, nouvelle candidature, Seydi Ababakar Ndiaye. Oui, le patron du syndicat SAES, il veut prendre la place de Macky Sall. Entretien exclusif avec Elhadji Ndiogou à suivre. Un anniversaire aujourd'hui, il y a 53 ans, le début des événements du 17 décembre 1962, la crise Léopold de Senghor, Mamadou Dia. Célébration aujourd'hui des 25 ans de la ratification de la Convention sur les droits de l'enfant par le Sénégal. Les enfants de la rue, ils sont des centaines à Dakar et dans les autres villes sénégalaises. C'est notre reportage ce midi. Le grand journal sur RFM, l'actualité internationale, les titres Binta Diallo. La carte d'identité numérique à la place du permis de résidence des citoyens ouest-africains, entre autres décisions majeures lors de la célébration des 40 ans de la CEDEAO ce matin à Abuja au Nigeria. Guillaume Soro doit démissionner de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Un appel de Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI Burundi, entre menaces de l'Union africaine et des États-Unis. L'UA est catégorique, aucun autre génocide en Afrique ne sera toléré. Et les sports dans 20 minutes avec Malal Junior Diagne. Basketball, réorganisation de la direction technique de l'équipe de Saint-Louis Basket Club. Après le départ de l'entraîneur Elhadji Diop pour la France et de Ndaysen pour la ville de Dakar, de nouvelles mesures ont été prises pour relancer le club de la vieille ville. Handball, année 2015, une bonne année pour la discipline sénégalaise. Dans ce 12 heures, le président de la fédération, Seydou Diouf, fera le bilan des activités menées tout au long de l'année 2015. Dans ce 12 heures, on parlera également football avec les actualités liées au Nawetan. Ne ratez pas le journal de la foire, la 24e édition de la FIDAC, Foire internationale de Dakar. Rendez-vous avec nos équipes au 6S à la fin de cette édition. Babacar Fall. C'était il y a 15 jours la profanation de tombes au cimetière de Pikine. Il s'agissait exactement de 4 tombes ouvertes. 2 semaines après l'ouverture d'une enquête, les choses ne bougent pas. Selon suspect, un des fossoyeurs de ce cimetière a été arrêté et écroué. Et toujours pas de commanditaire interpellé. Enquête de Salifso, la police a encore besoin d'une quinzaine de jours. L'enquête avance, mais à petits pas. Elle peut être bouclée dans 15 jours maximum car nous sommes sur une bonne piste, renseigne une source policière. Mais pour l'heure, nous verrions tout sur cette affaire, ajoute la même source qui, du reste, insiste que c'est une affaire prise au sérieux. Et il faut s'attendre à tout, soupire notre informateur très au fait du dossier. Mais pour ne pas compromettre l'enquête, rien ne doit filtrer, insiste-t-il. Le secret étant la règle absolue, les enquêteurs tentent de percer le mystère qui enveloppe cette affaire de profanation. 4 tombes ont été ouvertes la nuit de jeudi 2 à vendredi 3 courant. Depuis, une seule arrestation est notée. Le fossoyeur Sayer Ning a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt après avoir bénéficié de 2 retours de parquet, jusque-là incompris par le commun des mortels. Le doyen du juge a retenu les délits de profanation de cadavres, actes de charlatanisme, pratique de sorcellerie susceptible de causer un trouble à l'ordre public et association de malfaiteurs. Qui sont ces complices? Question à laisser reposer les morts. Salifso Pikine, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Midi 4, avec le retrait de la concession de l'exploitation de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako, c'est Abbas Jaber qui doit de l'argent maintenant au gouvernement sénégalais, près de 3 milliards. Pour le remplacer, Dangote, Bolloré et les Chinois veulent reprendre la concession. Le secrétaire d'État au réseau ferroviaire annonce un appel d'offres pour les départager au nom de la transparence. Makumba Bey. Le gouvernement du Sénégal s'est séparé de Abbas Jaber sur l'exploitation de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako. Et dans la transaction, c'est plutôt Jaber qui doit de l'argent à l'État du Sénégal, selon le secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire, Abdoulaye Nessal. La société de transport État nous doit au titre des impôts
au titre de ses engagements, des dettes à court terme, des engagements envers l'État, parce que la concession aussi a des retards de paiement. Parce que pour la concession, chaque année, il devait payer à peu près 600 millions, ça fait longtemps qu'il n'a pas payé. Donc, c'est la base qui va devoir nous payer de l'argent. Il y a déjà des prétendants pour remplacer la société de Abba Jaber. Dangote, Bolloré et des entreprises chinoises sont dans les rangs. Le secrétaire d'État annonce un appel d'offres. Nous avons des gens qui ont fait la demande, qui ont manifesté, qui ont fait des manifestations d'intérêt pour reprendre la concession de travail. Nous avons à peu près 6 manifestations d'intérêt. Mais vous savez, dans le cadre de la nouvelle réglementation, nous allons faire un appel d'offres en bonne et due forme, quand même pour voir les voies et moyens les meilleurs pour le Sénégal, pour vraiment redonner cette concession. Selon Abdoulaye Nessal, sur les nombreuses options que le gouvernement avait, c'est la moins onéreuse qui a été choisie. Il est question depuis hier de la délocalisation de la FIDAK, la foire internationale de Dakar, dont la 24e édition se poursuit dans l'espace 6S. Hier, après une visite auprès de victimes de l'incendie dimanche du pavillon vert du 6S, le Premier ministre a annoncé la construction d'un parc des expositions à Diamniadio, à près de 40 km de Dakar. Le début des travaux est même prévu pour courant 2016. Reportage à la FIDAK, des exposants parlent d'une bonne idée, seulement il faut s'attendre à des répercussions sur les prix des produits. Ils l'ont dit au micro de Mantouré. La foire de Dakar, hors de Dakar, il fallait la prouver cette idée-là. Les bâtiments sont vieux, c'est devenu exigu et les embouteillages qu'elle provoque. Quand c'est vieux, jusqu'à créer des incidents, il faut faire table rase et bâtir du neuf. C'est Amadou Moustapha Dieng, journaliste, qui le dit. C'est une bonne chose, on peut bien délocaliser la foire et aussi revoir la périodicité. Si c'est possible, d'arrêter la foire pour 2-3 ans, histoire de revoir tout cela, de mieux se préparer. Et ensuite, parce que vous savez que cette foire-là a été construite par Senghor. Aller de l'avant, c'est aussi oser, se résoudre à se détacher de ses vieilles habitudes. Ouais, ce sera un peu plus difficile, mais je ne vois pas qu'il y aura d'inconvénients, parce qu'il y a l'autoroute à péage qui est ici. Okay. Là, ce sera beaucoup plus facile. Ah, mais le prix de l'autoroute à péage, ils vont y mettre. Ça, c'est vrai, mais il faut accepter de se débrouiller. Parfois, dans la vie, rien n'est facile. Seulement, Diamniadio, c'est pas la porte à côté. Il faut se déplacer, le transport 1, de 2, payer le prix de l'autoroute à péage, 2, 3, payer l'entrée, le tout, c'est le client qui supporte. Voilà les raisons pour lesquelles Malik Bey refuse de sauter le pas. La délocalisation de la foire de Dakar à Diamniadio, oui et non. Pour ceux interrogés, reste à voir s'il est déplacé. Que va devenir ce grand espace, pourvu que tout le monde en bénéficie? Les précisions du ministère de l'Éducation nationale sur la polémique sur les effectifs dans les classes, dans les écoles publiques. Les syndicats reprochent au ministre Serigne Mbaye Thiam d'avoir décidé de fixer le nombre d'élèves à 80 par classe. Dans un communiqué publié ce matin, le ministère de l'Éducation écrit que la mesure, elle dit qu'il faut diviser la classe quand l'effectif atteint le nombre de 80 élèves. Et là, je me goudienne. La levée de bouclier des syndicalistes contre les circulaires 59-79 et 59-80 datées du 25 novembre dernier résulte, selon le ministère de l'Éducation nationale, d'une mauvaise compréhension et de commentaires sans lecture préalable des textes. Il y est notamment écrit que pour le préscolaire, l'effectif par classe ne pouvant dépasser 30 élèves n'affectait un maître dans une classe que si la cohorte comporte au minimum 20 élèves. En deçà de cet effectif, fusionner les cohortes pour en faire une classe multigrade. Pour l'élémentaire, la circulaire demande de mettre fin à la pratique qui consiste à scinder une classe en 2 cohortes de moins de 30 élèves chacune. Dans une école de 12 classes et plus, un cours ne peut être éclaté que si l'effectif ascendé est de 80 élèves au moins. En deçà de ce nombre, ouvrir une classe à double flux. Dans les zones à forte demande d'éducation, l'effectif minimum d'une classe est fixé à 50 élèves. Pour le moyen secondaire, la circulaire demande de mettre fin à la pratique qui consiste à créer de manière non justifiée des classes pédagogiques. Une classe ne pourra être éclatée en 2 que si l'effectif total est au moins de 80 élèves. Ces 2 circulaires visent l'équité et la gestion rationnelle des ressources humaines, à en croire les services
du ministre Serigne Mbaye Thiam, lesquelles soulignent qu'il est inadmissible que certains enseignants dispensent leurs cours devant 80 élèves alors que d'autres se retrouvent avec des effectifs de 20 à 30 élèves. Le ministère de l'Éducation nationale précise que ces circulaires ont fait l'objet d'une réunion de partage avec les syndicats d'enseignants au CNRE et les observations pertinentes ont été prises en compte dans la finalisation des projets de circulaires. C'est l'un des titres de ce grand journal. Le secrétaire général du SAES, syndicat autonome des enseignants supérieurs, annonce sa candidature à la prochaine présidentielle. Seydi Ababakar Ndiaye sera un candidat indépendant avec une plateforme de la société civile. Il se définit comme l'alternative face à l'échec des hommes politiques. Il s'entretient avec Elhadji Ndiogou. J'ai commencé par la section de l'EPT, ensuite le syndicat au niveau national du SAES. Je vais continuer ce travail dans l'UNSAS et plus haut en Afrique. Et mon intention aussi, c'est de faire profiter à mon pays de ce que je sais faire. Parce que moi, je me réfère à l'Echevaressa, je me réfère à Lula, qui ont été des syndicalistes comme moi et qui ont été les meilleurs présidents de leur pays. Parce que moi, je veux dire que... Est-ce que c'est pas trop prétentieux de votre part de vouloir diriger le pays et être président de la République du Sénégal? Prétentieux, en quoi? Mais dites-moi en quoi c'est pour être prétentieux. Je suis un citoyen, mais vous-même pouvez prétendre à ça. Mais je ne vois pas de prétention à ça. Je crois que c'est une intention. Au contraire, c'est une intention, un acte de générosité d'un citoyen qui pense avoir accumulé beaucoup d'expérience dans le champ social. Le statut de syndicaliste est suffisant pour briguer le fauteuil présidentiel? Oui, c'est absolument suffisant parce qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte que les politiciens, ce sont des spécialistes du Wahwahet. Donc il faut rétablir les valeurs cardinales du peuple. Et ces valeurs-là, moi je dois arriver à convaincre les Sénégalais que je les ai et que je dois continuer à les transmettre. Sur la bannière de quel parti politique ou en tant que candidat indépendant? En tout cas, ce que je veux, c'est travailler à mettre en place une plateforme qui va une synergie de rencontres entre différents acteurs de différentes audiences qui peuvent même être déjà dans les partis, mais qui, parce qu'il y a beaucoup de partis, vous savez que 95% des partis n'ont pas les moyens d'avoir un candidat de toute façon. Donc ils peuvent se retrouver en moi, par exemple. Pourquoi pas? Et il y a d'autres aussi. La plupart des Sénégalais ne sont pas dans les partis, il ne faut pas l'oublier. Et ils peuvent avoir confiance en moi. Donc moi, je suis confiant que si je ficelle un bon programme, je suis persuadé que je peux être le prochain président de ce pays-là. Seydi Ababakar Ndiaye. Et la crise politique de 1962, c'était il y a 53 ans, le 17 décembre 62. La crise entre le président de la République, Léopold Sédar Senghor, et le chef du gouvernement à l'époque, Mamadou Dia. Ce dernier a finalement perdu la bataille. Senghor l'a envoyé dans une prison de Kédougou à l'est du Sénégal pendant 12 ans, alors qu'il était même condamné à perpétuité. Mamadou Dia incarcéré en même temps que 4 autres ministres, Valdiodio Ndiaye, Ibrahima Sarr, Joseph Mbaye et Alioune Tall. On leur reprochait une tentative de coup d'État. Ils ont toujours clamé leur innocence. Le président Abdou Diouf à Dakar depuis hier soir. L'ancien président de la République du Sénégal se rend à Saint-Louis aujourd'hui. Il doit assister demain à la cérémonie d'inauguration de son ancienne école Brière de Lille, devenue école Émile Sarr. Cet établissement a été réhabilité par les anciens élèves, dont donc Abdou Diouf. Et le Sénégal qui célèbre aujourd'hui le 25e anniversaire de la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Mais 25 ans après, les conditions de vie des enfants dans ce pays n'ont pas évolué, pas beaucoup. C'est le constat fait par de nombreux Sénégalais que nous avons interrogés dans le reportage qui va suivre, reportage de Nafissatou Silla. Ratification de conventions, de traités, programmes de protection pour l'enfant, le Sénégal en a beaucoup signé. Concernant les résultats, nombreux sont les Sénégalais qui se montrent sceptiques, voire pessimistes. sunu nguur yi fii en général dañu dul tal benn moment rek la ñuy am soxla ci ñun mooy bi nga xam ne période bi nga xam ne soxla nañu ay baat ci ñun parce que dañ dul concentré wu ci vraiment xale yi te it nguur bis buñ la ko xasee jox it dafa am loo xam ne yow la war. Mais voulez-vous, je ne sais pas si vous vous rappelez l'incendie qui a lieu à la Médina. Je pense qu'il doit faire 2 ou 3 ans. L'État avait promis de construire des daras, mais rien n'a été fait. Et pourtant, l'État du Sénégal a consenti des efforts pour la protection de l'enfance, mais aucun suivi, même après la signature de traités. C'est le constat de Daouda Diop, coordonnateur du bureau de développement local à la commune de Grand Dakar. Les conventions, on les signe comme ça, mais il n'y a rien, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien quoi. Vous allez en ville, vous allez à Sandaga, vous prenez l'avenue Bourguiba jusqu'à la Sénélec, vous voyez des situations incroyables.
L'État ne fait rien. Et des promesses qui ne tiennent pas. Ce sont des promesses politiques. Ils te disent, oui, on va faire ceci, il y a la protection de ceci, cela, mais rien. Même s'il faut voter une loi au niveau de l'Assemblée nationale, voir comment on peut faire pour les aider. Mais moi, je pense que la responsabilité entière revient à l'État. Voter une loi à l'Assemblée nationale n'est pas chose nouvelle, mais faudrait-il encore l'appliquer comme il le faut? Khadija. Non, est-ce que cette loi-là, est-ce qu'elle pourra être respectée? Parce qu'on voit une loi qui est là dans la Constitution contre la mendicité. Et pourtant, les gens sont là à mendier. Il y a une loi qui est là, mais je me dis que est-ce que c'est la loi? Je me dis que ce sont les personnes. C'est-à-dire qu'une fois que tu es là, tu as des enfants en charge. Prends-les en charge. Mais l'État les gens, ils organisent quelque chose pour venir chanter, danser et partir. 25 ans après la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, le Sénégal tarde, selon certains, à éradiquer la souffrance des enfants. Une étude publiée par l'UNICEF en 2014 estimait à 100 000 le nombre d'enfants de la rue au Sénégal, les enfants âgés entre 2 et 17 ans. Youssou N'Dour attendu cet après-midi à Bambey, au centre du Sénégal. Le chanteur, il est le parrain cette année du marathon Université Entreprise, manifestation de l'université Alioune Diop de Bambey. Pourquoi ce choix? Le recteur, le professeur Lamine Gueye, répond aux questions de Babacar Diouf. Youssou N'Dour parrain de cette édition, mais d'abord parce que c'est un modèle d'entrepreneur. Et comme nous sommes justement sur l'entrepreneuriat, chaque année nous réfléchissons bien quel est le modèle d'entrepreneur qui pouvait parrainer cette édition. Je pense que quand on regarde le parcours de Youssou N'Dour, mais également ses réalisations, c'est un modèle national mais aussi international d'entrepreneurs ayant réussi. Nous ne tenons pas compte seulement de la réussite de l'entrepreneur sur le plan des affaires. Nous regardons aussi d'autres aspects comme l'exemplarité, comme l'endurance. Et on sait que Youssou N'Dour est parti de sa propre initiative comme musicien et est devenu actuellement un homme d'affaires respecté, un entrepreneur. Et les étudiants doivent connaître son parcours surtout. Et c'est ce que nous visons. Et demain, ils le connaîtront bien. Ils ont commencé à le connaître en regardant les documents. Mais je pense que lors de la présentation du parrain, ils découvriront que c'est un grand monsieur. Mais on ne se réveille pas pour être grand monsieur. Il faut affronter les difficultés. Il faut se battre. Il faut être déterminé. Il faut être réaliste. Il faut être nationaliste. Il faut être engagé. Et je crois que toutes ces caractéristiques que je viens de citer se retrouvent dans la personnalité de Youssou N'Dour. Le professeur Lamine Gueye, le recteur de l'université Alioune Diop de Bambey. L'actualité internationale. Avec Binta Diallo. Bonjour Binta. Bonjour à toi Babacar. D'abord le sommet de la CEDEAO à Abuja au Nigeria. Il y a des décisions qui ont été prises, notamment le permis de résidence des citoyens ouest-africains qui sera supprimé en 2016. Il sera remplacé par la carte d'identité biométrique, décision prise par la CEDEAO qui a fêté ses 40 ans ce matin à Abuja au Nigeria où nous retrouvons notre envoyé spécial. Il s'appelle Antoine Diouf. Ce 17 décembre, la CEDEAO célèbre ses 40 ans d'existence puisque l'organisation sous-régionale a vu le jour en 1975. À l'occasion de la cérémonie de ce matin, les différents intervenants ont beaucoup insisté sur la CEDEAO des peuples. Et pour matérialiser tout cela, il a été décidé de supprimer le permis de résidence pour tout citoyen de l'espace sous-régional. Ce document sera remplacé par la carte d'identité biométrique qui a été présentée au chef d'État. Et les temps forts de la cérémonie d'aujourd'hui, c'est entre autres les réalisations de la CEDEAO qui ont été passées en revue, que ce soit au plan économique ou bien au plan politique. Mais il reste aussi les défis qui ont été énumérés, notamment dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures, de l'emploi des jeunes et de la recherche scientifique. Pour tout cela, le président en exercice Macky Sall pense que la CEDEAO, qui est un modèle d'intégration régionale, doit avoir un regard prospectif, passer bien entendu le regard rétrospectif. Le président Buhari du Nigeria va dans le même sens et insiste sur les priorités économiques. Et puis au nom des pères fondateurs de la CEDEAO, l'ancien président du Nigeria, Yakuba Gowon, qui s'est présenté en sage ce matin, a indiqué au président des 15 pays de la CEDEAO la voie à suivre pour un meilleur développement de l'organisation. Antoine Diouf, Abuja,
Radio Futur Média. Antoine Diouf, merci. Binta, nous restons en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. Pascal Affi-N'Guessan, l'opposant, appelle à la démission de Guillaume Soro de la tête de l'Assemblée nationale ivoirienne. Pascal Affi-N'Guessan Babacar est le président du Front populaire ivoirien, le parti de Gbagbo. Il demande la démission du président de l'Assemblée nationale. C'est parce que Adi N'Guessan Soro a déshonoré la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro impliqué, selon lui, dans 2 affaires en France et au Burkina Faso. Les détails avec Mélodie Lopetit. Pascal Affi-N'Guessan, chef de file du principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire, a appelé à la démission du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, impliqué dans 2 affaires judiciaires. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, est accusé par l'opposition de déshonorer la Côte d'Ivoire. Suite à une plainte déposée par Michel Gbagbo, le fils de l'ex-président Laurent Gbagbo, il est en proie à des démêlés avec la justice française pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain. En outre, des écoutes téléphoniques non identifiées ont révélé son intention présumée de soutenir le putsch militaire burkinabé de décembre dernier. Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, demande la démission immédiate de Guillaume Soro. Depuis que cette affaire a éclaté, M. Soro est resté suffisamment discret. Il n'a pas cherché à défendre et à démontrer qu'il n'est pas concerné par ces enregistrements audio. Pour nous, son silence témoigne de la véracité des faits, a-t-il déclaré. La réponse du président de l'Assemblée nationale est attendue demain, lors de son discours de clôture de la session parlementaire. Le Niger, avec cette question, y a-t-il eu tentative de coup d'État contre le président Issoufou? En tout cas, Niamey n'a donné aucune déclaration sur cette affaire. En attendant, plusieurs officiers supérieurs de l'armée nigérienne ont été arrêtés. Des arrestations à quelques 2 mois seulement des élections présidentielles et législatives du 21 février 2016. L'ancien chef d'état-major des armées du Niger a également été arrêté. Serait-elle liée ces arrestations à la tentative du coup d'État avorté? Aucune information officielle sur la question. Et puis le Burundi, l'Union africaine menace. L'UA est catégorique. Un autre génocide en Afrique, c'est ce qu'elle ne va pas permettre. L'Union africaine s'est prononcée ainsi sur les violences au Burundi, le tout avec Yoro Mangara. L'Union africaine a envoyé un message clair aux différents protagonistes de la crise burundaise à l'issue de la réunion du CPS, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'UA annonce que l'Afrique ne permettra pas un autre génocide sur le continent. Hier déjà, l'ONU, par le biais de son secrétaire général, a invité le gouvernement à contribuer et à créer les conditions propices à un dialogue crédible entre le pouvoir et l'opposition. Des centaines de personnes ont été tuées depuis le début de la crise et plus de 2000 autres ont fui le Burundi. Les États-Unis pressent l'ONU à accélérer ses plans d'urgence au Burundi. C'est parce que, selon le secrétaire général des Nations Unies, le Burundi est au bord d'une guerre civile. Ban Ki-moon a déclaré qu'il va dépêcher son émissaire pour le Burundi pour tenter un dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Babacar, c'est tout. Les actualités internationales. Binta Diallo, merci. Journal des sports présenté par Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Babacar. Du basket, les responsables de Saint-Louis Basket Club qui organisent la direction technique du club. Après le départ de l'entraîneur titulaire Elhadj Diop, parti en France pour suivre une formation dans une école de basket là-bas, avec le départ également de Ndaïsen, la meneuse de l'équipe, la direction du club a décidé de tout réorganiser et de promouvoir la jeune génération issue du centre de formation du club pour faire face aux défis pour la saison 2015-2016. Papa Banandiaï est l'un des vice-présidents de l'équipe de Saint-Louis Basket Club. Pour Elhadj Diop, je pense qu'un entraîneur a toujours besoin d'apprendre et d'après nos informations, il est allé apprendre. Il se prend en charge lui-même, il veut progresser, il est dans un institut de sport pour faire ses diplômes pour une longue durée. Donc ce départ est tout à fait louable, salutaire pour lui et pour le club parce que s'il revient, il aura peut-être acquis des connaissances qui lui permettront d'avoir d'autres performances. Maintenant, pour le départ de Ndaïsen, je pense que Ndaïsen, c'était une fille presque adulée partout au Sénégal et particulièrement à Saint-Louis. C'est une icône à Saint-Louis. Elle avait un traitement royal. Du côté technique, les techniciens se sont réorganisés parce qu'on a un nouveau directeur technique. En passant, c'est Jupiter qui était le directeur
directeur technique, reprend l'équipe des filles comme entraîneur. Moustapha Sall, qui a été l'entraîneur de l'équipe nationale des garçons dans son temps, et CTR de Saint-Louis, est devenu le directeur technique. C'est pareil, nous allons combler ce gap avec la bonne graine qui est là. Et si on peut avoir un renfort quelque part, nous n'hésiterons pas. En tout cas, nous ferons tout pour garder le standing de l'équipe. On change de discipline, le handball. L'heure est au bilan après les compétitions. Les compétitions, elles sont nombreuses. Ces compétitions en 2015 avec les équipes nationales, mais également les clubs. Pour le président de la fédération, Seydou Diouf, ça a été donc une année positive avec beaucoup de bons résultats enregistrés. Seydou Diouf s'est confié ce matin à RFM. Au plan des activités nationales, nous avons dû organiser un championnat national avec une innovation cette année que nous avons joué le championnat national de D1 en phase aller-retour. Et pour la première fois, nous avons organisé également une compétition pour la deuxième division qu'auparavant, c'était juste des tournois de montée et tout ceci a pu être fait dans le temps. Mais le fait marquant également a été la participation de nos sélections nationales seniors mais également jeunes aux différentes compétitions internationales. Et les plus marquantes ont été la victoire de notre sélection U20 filles au Challenge Trophy continental et notre participation pour la première fois au Challenge Trophy mondial où le Sénégal a eu un classement honorable. Pour ce qui concerne également les sélections nationales seniors, nous avions, après avoir gagné le tournoi qualificatif aux Jeux africains ici à Thiès, autant pour les garçons que pour les filles, nos deux équipes nationales seniors ont participé aux Jeux africains, avec bien sûr des fortunes diverses. Les garçons n'ayant pas pu se hisser au niveau des quarts de finale, ce qui n'a pas été le cas des filles, qui non seulement ont été en demi-finale et se sont qualifiées, en fait troisième, décrochant ainsi la première médaille de bronze pour une sélection nationale du Sénégal aux Jeux africains. C'était donc un moment très fort et l'année 2015 nous a permis de comprendre que c'est par le travail, c'est par la mobilisation de tous que les résultats sportifs peuvent être atteints. On termine avec du foot du Nometan. D'abord avec le tournoi La Cour des Grands qui joue ses huitièmes de finale à partir de cet après-midi à 15h à Demba Diop. La Calais d'Angor joue contre l'équipe de Jakarlo de Wakam. Face de l'Orme joue contre Dalifort. Grand Médine croise l'équipe de Kaumsara de Yarar. La suite est prévue demain vendredi. Pékin toujours avec les supporters des ASC Espoir et ceux de l'ASC Nyodego qui attendent le verdict de l'ODCAV de la ville de Pékin pour savoir qui ira en finale pour défier l'équipe de Gonei Darou. Une histoire de présence de l'entraîneur de l'équipe d'Espoir suspendu est présent et donc présent sur la feuille de match lors des demi-finales pollue l'atmosphère. Les responsables de Yakar espèrent donc que la vérité sera donc celle du moment. Ça veut dire que c'est l'erreur de l'arbitrage qui a occasionné toute cette histoire plutôt. Les Nawetan, c'est également la finale Babacar à Noto Djobas avec la finale de la Coupe du Maire à Thiès. C'est dimanche prochain. Les équipes qualifiées vont se disputer le trophée du ministre maire Ali Wounsar. Nous reviendrons sur cette affiche. Pour Pékin, vous n'avez pas précisé, il s'agit de la finale départementale qui en principe se joue demain, mais gros contentieux. Affaire à suivre. Merci, voilà. Malak. Alexis, ça fait très près. RFM, la presse du jour.